Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire proposé par Sofaxis du groupe Reliance. Donc, deux petits mots de présentation du groupe Reliance, qui est un acteur mutualiste européen spécialisé dans les acteurs de la santé et du territoire, spécialisé en management des risques, et Sofaxis, qui est une société du groupe Reliance, qui accompagne les collectivités et les acteurs territoriaux depuis 35 ans aujourd'hui en protection sociale et en management des risques, et qui propose notamment des services pour piloter et prévenir l'ensemble des risques autour des ressources humaines. Donc, le webinaire qui va nous intéresser aujourd'hui tourne autour du management, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être quelques mots d'explication sur comment fonctionne Livestorm, même si je pense que pour un certain nombre d'entre vous, ce n'est pas la première fois que vous participez à des webinaires. Donc, vous avez la possibilité de nous interpeller s'il y a le moindre souci technique dans le petit onglet chat que vous avez sur votre droite. Et donc, il y aura Kinidias, qui n'apparaît pas à l'écran, mais qui est là pour vous aider à gérer les éventuels petits soucis techniques que vous auriez. Et puis, si vous avez des questions, et je vous invite à avoir beaucoup de questions, vous pouvez les poser dans l'onglet questions que vous voyez aussi en bas à droite. Donc, pour m'accompagner sur ce webinaire, et je vais me représenter, je vais commencer par moi, c'est pas très poli, mais Régis Douveau, je m'occupe du management des risques pour Sofaxis et pour le groupe Reliance, et donc tous les services que l'on propose en accompagnement aux collectivités. Et donc, pour ce webinaire, je serai accompagné de Fabienne Ray, qui est consultante ressources humaines pour Sofaxis. Bonjour. Et également de Quentin Doisy, qui est consultant spécialisé dans le management et coach certifié professionnel sur les thématiques du management également. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ce webinaire a pour thématique le management et une question qui est posée: quelle transformation du management ces dernières années? Alors, question ou point d'interrogation ou point d'exclamation à voir, et je laisserai nos deux orateurs débattre sur cette question. Les thématiques qu'on va aborder dans ce webinaire, c'est, comme vous l'avez deviné, on va beaucoup parler des transformations en cours et à venir. Donc, une première partie, pourquoi peut-on parler de transformation du management dans la fonction publique territoriale et qu'est-ce qui a conduit à ces transformations? Dans une deuxième partie, nous verrons comment ces transformations se traduisent concrètement. Et puis, en troisième partie, quelles pistes d'action pour permettre aux managers de s'inscrire complètement dans ces transformations. Et donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Quentin, qui va vous présenter la première partie. Pourquoi peut-on parler de transformation en cours du management de la fonction publique territoriale? Merci Régis, vaste sujet, vraiment très très heureux d'être avec vous. Je sais que vous êtes très nombreux pour ce thème qui est pour le moins passionnant. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur le management. Je vais essayer d'être concis, notamment en voyant le libellé qui est proposé, que vous avez sous les yeux. La première idée qui me vient à l'esprit, c'est la formation que j'ai pu animer dans le sud de la France la semaine dernière auprès de managers confirmés. Et ça a beaucoup tourné finalement autour d'un nouveau concept. Et c'est pas anodin de constater ces nouveaux concepts, celui de la grande démission et celui de la démission silencieuse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces deux vocables, ces deux symptômes finalement. On pourra, si vous le souhaitez, prolonger ensuite lors de l'échange plus libre. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que quand on parle déjà de management, on parle de plus en plus de la vie et du sens de la vie. Je vais y venir pour vous expliquer pourquoi on peut parler de transformation en cours et de transformation qui n'a jamais été finalement aussi rapide. On verra dans un deuxième temps en quoi ça se manifeste, quelles sont les conséquences de ces transformations. Là, on voit déjà les causes. Je vous propose un mode vraiment très en entonnoir, de partir vraiment de manière très large et de partir du monde qui est vraiment en pleine mutation. On le sait, c'est pas une nouveauté, mais ça vaut la peine de se poser, de faire ce petit pas de recul pour comprendre en quoi les choses évoluent extrêmement rapidement et in fine, ça évolue au sein des organisations et au sein de la fonction publique territoriale. N'oublions pas d'essayer de définir, je vais me risquer à une petite définition du management. Ce qui me vient à l'esprit, ce serait le management, c'est encadrer et animer une équipe en vue de réaliser et d'atteindre des objectifs. Pour parvenir à ça, pour animer des hommes avec un grand H, il faut comprendre le monde dans lequel on évolue. Les raisons de ces transformations à l'échelle mondiale,
vous les a listés avec Fabienne, vous les avez sous les yeux. Évidemment, l'évolution de l'organisation du travail. On ne va pas faire une conférence Internet sur toute l'histoire du management, l'évolution des organisations. C'est toujours intéressant peut-être de revisionner les temps modernes de Charlie Chaplin pour voir d'où on vient. Ça fait un peu plus d'un siècle désormais. On parle de l'organisation scientifique du travail. Ensuite, ça a mené, après-guerre, vers l'école des relations humaines. Et depuis maintenant 20-30 ans, l'accélération est bien plus importante. Déjà parce qu'il a fallu se reconstruire après la guerre, mais bien plus importante aujourd'hui, et l'évolution de l'organisation du travail, on va y venir. Je voudrais plus insister finalement sur la perte de sens, parce qu'une fois qu'on a vu qu'avec l'organisation scientifique du travail, on était passé à une organisation qui prend désormais conscience de l'importance de la psychologie, de la motivation, du sentiment de reconnaissance, il faut se dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est en perte de sens. Alors, ça peut être un peu brutal à l'heure de la digestion d'insister sur ce constat. Mais encore une fois, j'ai beaucoup des stagiaires et de mes interlocuteurs qui partagent ce point de vue. Vous me direz à quel degré vous-même vous le partagez. Mais quand on voit la chute des institutions, on peut parler du religieux, du militaire, mais revenu à l'esprit la fin du service militaire en France sous Chirac au début de son mandat, le déclin quelque part de la famille, le déclin de l'école, le déclin des médias et du politique en général, ça fait beaucoup de pertes de repères, beaucoup d'orientations qui sont drastiquement remises en cause. Voilà pour le premier dessin des raisons à l'échelle, on va dire, mondiale. Si on va à l'échelle maintenant des nationale, plutôt de la fonction publique territoriale, on peut parler, voilà, en effet, des budgets contraints, même si c'est un facteur qui est plus général de l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Comment ne pas parler de la crise sanitaire qui a évidemment tout bouleversé, qui a généré un maximum de prise de conscience depuis maintenant 3 ans. Des réglementations à tout niveau, y compris au niveau du télétravail, la frontière vie professionnelle, vie privée qui est de moins en moins évidente. Et c'est important aussi de parler de la notion de transition climatique. On a lu récemment qu'en effet, la transition climatique était l'attendue numéro 1 des individus en France vis-à-vis des politiques nationales. Donc c'est pas anodin ce terme-là. Cela dit, depuis quelques années, on en parle de plus en plus. Il y a aussi eu des prises de conscience en la matière. Voilà. Donc pour répondre à cette première question, pourquoi ce sujet? Pourquoi peut-on parler de transformation du management? Deux axes, des raisons à l'échelle mondiale et des raisons à l'échelle nationale. Régis nous proposait en deuxième partie justement de lancer ce point-là sur comment ces transformations du management dans la fonction publique territoriale se traduisent concrètement. C'est là où on voulait justement en venir. Et on a décidé pour ce webinaire de commencer par l'évolution qu'on a pu constater à travers le début de la crise sanitaire en février, mars 2020. On a vu que souvent, à marche forcée, la posture de management a dû évoluer. Il a fallu faire des adaptations importantes, notamment en lien avec la posture d'autonomie. Donc on voit qu'il y a plus d'autonomie qui a été laissée. Les choses ont été difficiles, les passages ont été très difficiles. Néanmoins, on a vu que ça fonctionne, et c'est aussi pour ça qu'on évolue vers une appellation de manager coach. Alors attention, ça ne veut pas dire que chaque encadrant doit être coach, mais néanmoins devrait, c'est une préconisation, s'approprier des appétences, c'est plutôt des compétences. On viendra sur une notion spécifique juste ensuite, mais une certaine approche, et déjà qui remet en cause, la fameuse expression et posture de command and control. Il y a plus d'autonomie, plus de responsabilisation, plus de sens à donner aussi au travail dans le quotidien avec les agents. Et puis aussi un volet dans le management coaching, un volet développement des compétences. Voilà, donc les principes clés, confiance, autonomie, responsabilisation, le sens. On pense tout de suite à la planche précédente sur cette perte de sens. On pourrait réinsister en disant quel est le sens de la vie, quel est le sens de ma vie, quel est le sens de ma vie professionnelle, quel est le sens de mon quotidien finalement professionnel. Donc on peut aller en effet assez loin, et on pense que c'est ce genre de questions-là que l'encadrant aujourd'hui doit avoir à l'esprit pour créer ce lien. Donc, créer ce lien avec ses équipes, avec ses agents, et donc modifier au fil de l'eau, voire drastiquement et immédiatement, sa posture et son style de management qui, on s'en doute, est un style de management qui est beaucoup plus participatif et non plus
directif. Vous avez sur cette planche, et vous aurez évidemment accès au support, quelques mots-clés que j'ai essayé d'aborder durant mon laïus. Donc on peut se dire, et c'est vrai tout de suite, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir une formation, d'avoir des compétences métiers, d'encadrer une équipe et de devoir faire face à toutes ces évolutions, et on l'a vu, hein, et des évolutions sociales, une mutation extrêmement rapide. Alors oui, en effet, on ne va pas avoir un discours fataliste, mais plutôt un discours challengeant et basé sur, pour le coup, les appétences. Et quelles sont mes appétences en tant qu'encadrant? Est-ce que je souhaite relever ces challenges-là? Est-ce que je souhaite être ancré dans ce quotidien que j'ai bien appréhendé à plus forte raison depuis 3 ans? Si j'en ai envie, eh bien, go, on continue, ou je me forme pour devenir manager, ou je me perfectionne pour justement endosser cette cape de manager coach. En tout cas, c'est absolument pas une fatalité, c'est juste un très très gros challenge. L'expression à laquelle je voulais venir, c'est celle de soft skills. Alors pardon pour l'anglais et pardon pour l'accent. Soft skills, il n'y a pas vraiment de définition pour les soft skills, c'est plutôt une définition à défaut. C'est les soft skills qu'on pourrait traduire, alors mot à mot, c'est des compétences douces, mais en fait on parle ici de compétences comportementales, relationnelles, on pourrait même dire compétences humaines. C'est tout ce qui n'est pas les hard skills. Les hard skills, c'est les compétences techniques, autrement appelées les compétences métiers. Aujourd'hui, on assiste à une vraie révolution. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, c'était les hard skills qui étaient attendus, y compris en tant qu'encadrant. Aujourd'hui, on appuie de plus en plus sur l'importance, la nécessité de travailler et d'être à l'aise avec ces soft skills, et surtout de pouvoir, avec la palette de soft skills qu'on développe en tant qu'encadrant, pouvoir utiliser les soft skills les plus pertinents en fonction des agents qu'on encadre. Ce savoir-être-là doit permettre de créer ou recréer du lien et permettre de manager le mieux possible les individualités et également le collectif. On verra ça tout à l'heure. La nécessité, c'est vraiment de répondre à cet environnement qu'on appelle l'environnement VICA pour volatile, incertain, complexe, ambigu. C'est finalement l'environnement que j'ai essayé de vous décrire lors des premières planches. Ce qui est intéressant, c'est que, et j'insiste sur ce point, les soft skills, c'est pas que de l'inné, hein, il y a aussi de l'acquis. Donc on peut travailler ces soft skills, et c'est même aujourd'hui, c'est mon propos, une nécessité plus que jamais. Je laisse la parole à Fabienne pour la suite de cette présentation. Alors, dans les planches suivantes, on va continuer à vous parler des soft skills sous un angle un petit peu différent, complémentaire en tout cas. Ici, la question qui est posée, c'est ok, d'accord, on parle des soft skills, c'est bien gentil, mais pourquoi en avoir, pourquoi un manager doit développer ses soft skills? Alors déjà, ça veut dire qu'on part du principe que on peut les développer. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que les choses ne sont pas figées et que un manager peut améliorer ce qu'il porte sans doute déjà en lui, mais qui, pour X raisons, n'a pas pu être développé, n'a pas pu être exploité. Alors, ensuite, pourquoi? C'est un petit peu la synthèse de ce que vous a présenté Quentin précédemment. Il y a un environnement qui change, avec de nouvelles exigences, comme ça a été dit précédemment, une accélération des changements, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des changements continus, mais en plus qui s'accélèrent. Nous avons également, bien sûr, les nouvelles générations qui viennent un peu bousculer le rapport à l'autorité, les pratiques de management, le rapport à l'évolution professionnelle. Et puis, nous avons également, même si on n'a plus trop envie d'en parler, n'empêche que ça a quand même une incidence, la crise sanitaire, qui a notamment eu pour effet de questionner les agents sur le sens qu'ils donnent à leur travail, ou qu'ils donnaient à leur travail, avec ceux qui sont partis, donc ce qu'on appelle la grande démission, et ceux qui restent pour des raisons souvent financières, hein, des contraintes, par peur du changement, peu importe, mais qui eux aussi s'interrogent sur le sens et restent. Ce qui pose une question cruciale aux managers, celle de l'engagement des agents. Donc, comment maintenir cet engagement? Et alors, pour illustrer ça,
on vous propose, en complément, de prendre connaissance de l'enquête qui se trouve à la droite de la pyramide. C'est une enquête qui s'est intéressée à l'impact de la crise sanitaire sur les collaborateurs, mais vue par les managers. Donc, c'est une enquête cadre emploi de février 2021. Alors, elle est intéressante parce qu'elle montre bien le lien qu'il y a entre la situation de la crise sanitaire et ce qu'elle a permis de mettre en évidence en termes de soft skills nécessaires pour les managers. Donc, 43% des managers ont des difficultés à concilier les craintes des collaborateurs et les impératifs de l'entreprise. On voit bien que le manager, il doit à la fois avoir cette vision d'ensemble, à la fois être à l'écoute des collaborateurs et continuer à donner une direction. Même si ça n'est pas dit en ces termes, c'est ce qui se cache un petit peu derrière ces constats. 67% des managers estiment que l'écoute des membres de leur équipe est plus importante qu'avant la crise, l'écoute nécessaire. Donc, il y a une attente, on le verra juste après, sur cette notion d'écoute. Et puis, la crise sanitaire a aussi apporté des changements négatifs au sein de l'équipe. Alors, souvent, ce sont des soucis de cohésion et une diminution du sentiment d'appartenance. Et on verra que c'est une dimension qui est cruciale pour maintenir le lien et pour avancer ensemble vers un objectif commun. Rappelez-vous de la définition que vous a donnée Quentin en tout début de webinaire. 52% des managers jugent leurs collaborateurs moins motivés depuis 1 an. Ben là, la motivation, management et motivation sont directement reliés. Donc, c'est la conséquence en fait de tout le reste. Si les agents se posent 1001 questions et ne sont pas entendus, ou ne se sentent pas entendus, pas accompagnés, eh bien, leur motivation baisse. Donc, leur performance aussi. Donc, effectivement, tout l'enjeu, ça va être d'accompagner tous ces changements et dans leur rapidité, et y compris des crises, comme la crise sanitaire, tout en maintenant le lien avec les agents, individuellement et collectivement, on en reparlera plus tard également, de manière à maintenir cette motivation et tout en prenant en compte toute la complexité de la situation telle que vous l'a décrit Quentin. Alors, ensuite, on a vu précédemment quelles pouvaient être les attentes pendant la crise sanitaire, les constats des managers. Là, je vais vous parler des attentes des collectivités et des agents concernant les managers. Donc là, on change le regard. C'est toujours intéressant d'avoir une vision un petit peu à 360 degrés. Même là, on aurait pu aussi se demander ce qu'attendaient les usagers, par exemple. Donc, on n'est pas allé jusque-là. Donc, ce n'est pas tout à fait du 360 degrés. Néanmoins, ça permet d'ouvrir le regard et de s'interroger sur le rôle du manager avec les attentes du N+2 ou même de la direction et des agents. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver les principales catégories, finalement, de soft skills qui concernent, par exemple, la communication et les émotions. Donc, on va trouver la gestion des conflits. Nous, on le retrouve très, très fréquemment dans les diagnostics risques psychosociaux et même les enquêtes qualité de vie au travail. Des conflits qui ne sont pas gérés, qui sont... qu'on laisse un peu pourrir quelque part, c'est un petit peu ça. Ce sont des retardements de toute façon, ça finit par gêner aussi le manager, mais de toute façon, ça a un impact sur les agents et leur motivation. Donc, un manager, parmi les soft skills qu'il doit avoir, il a cette compétence-là de gestion des conflits qui est indispensable. Adaptabilité, agilité, ça fait référence à l'adaptation aux changements permanents et à l'environnement, associé d'ailleurs à la curiosité, il faut rester ouvert. La résilience, là, la crise sanitaire a été un excellent exemple de résilience nécessaire, puisqu'il a fallu passer très vite, dépasser en fait les difficultés pour pouvoir rebondir. Et ça, c'est pareil, ça ressort énormément de nos enquêtes. Les encadrants ont vraiment réussi à maintenir le cap, à dépasser les difficultés
et même dans les enquêtes, ils ont vraiment pris sur eux en fait pour avancer et dépasser toutes les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Néanmoins, il faut aussi qu'ils puissent embarquer les équipes avec eux. Donc, on va retrouver sur le volet communication et émotion l'empathie et le soutien aux équipes, qui était vrai pendant la crise sanitaire, mais qui reste vrai aujourd'hui. Le soutien pouvant aussi prendre la forme d'accompagnement, développement des compétences, mais de soutien face à des difficultés aussi. On va retrouver aussi l'assertivité, qui là est plutôt de la gestion de ses propres émotions, c'est-à-dire un juste positionnement entre l'affirmation de soi et le respect de l'autre, la prise en compte de l'autre, pour faire très simple. Il y a d'ailleurs un livre qui a été écrit là-dessus qui, c'est en quelques mots, hein, c'est assez imagé, j'aime bien. Le titre, c'est « Ni paillasson, ni hérisson ». Je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous, mais je trouve que ça représente bien l'assertivité. Et ça va de pair avec le leadership, parce que on ne peut pas être leader si on n'est pas assertif. Et un leader, il doit continuer en permanence à montrer la direction, à rassurer à la fois l'individu et l'équipe. C'est pour ça qu'on va retrouver le sens du collectif. Mais bien sûr, on va retrouver également des éléments de management assez classiques, mais que la crise sanitaire, par exemple, ont pointé comme étant des éléments cruciaux. C'est tout ce qui est priorisation des activités. Quand on gère du changement, on gère des choses différentes sans arrêt, on gère des activités aussi qui peuvent changer, et donc il faut savoir prioriser et pour soi et pour ses équipes, et très rapidement. Donc c'est aussi une capacité à prendre des décisions rapides, ce qui est associé à la pensée critique. Donc on garde du recul et on reste créatif. On en reparlera aussi tout à l'heure. Donc le travail en équipe compte également, même si on est leader, on s'intéresse à son équipe et on travaille en équipe également. Voilà. Quentin, je te laisse poursuivre sur la dimension collective et la dimension individuelle du management tel qu'il tend à être aujourd'hui et demain. J'enchaîne, merci beaucoup Fabienne, et je vais me permettre de rebondir sur un concept clé que tu as développé, qui est celui vraiment de l'assertivité. Alors j'ai pas lu l'ouvrage en question, il y en a un autre, si on ouvre un volet ouvrage, un autre qui s'appelle Être soi dans ses relations. J'insiste sur cet ouvrage ou sur ce concept-là, dans la mesure où c'est un écho qu'on a fréquemment dans nos échanges sur le terrain lors de nos audits, formations, coaching avec les managers. On nous demande souvent, mais est-ce que c'est à nous, encadrants, de nous adapter finalement aux individualités, aux agents, etc. Alors la réponse est oui, mais pas que. Faut aussi, et c'est là aussi le socle de l'assertivité, c'est d'abord se respecter soi-même. Et pour se respecter soi-même, il faut d'abord se connaître ses valeurs, et j'y reviens, connaître ses appétences et également ses motivations. C'est une transition pour la planche que vous avez sous les yeux, qui est finalement une autre manifestation des transformations managériales relativement récentes. Cette innovation finalement managériale, elle est plus sur le volet droit de la planche. La dimension collective, on la connaît, elle est dans l'essence finalement du management, la gestion d'équipe, le leadership, etc. Sur le volet droit, on va davantage insister sur la nouveauté qui consiste à répondre aux attentes des agents en termes de reconnaissance. On le sait, dans 100%, c'est pas 90, c'est 100, dans 100% de nos résultats d'audit, baromètres sociaux, enquête qualité de vie au travail, risques psychosociaux, on le voit. Énormément d'agents se disent en mal-être pour une raison bien simple, c'est qu'ils ont l'impression d'être des pions dans une organisation, qu'on ne sait pas ce qu'ils font, parfois ils ne savent même pas ce qu'ils font eux-mêmes, ça peut arriver, hélas. Et donc il s'agit d'être connu. Déjà être connu dans l'organisation, être reconnu, deuxième point, et évidemment être accompagné. Donc on a à l'esprit ce qu'on a abordé tout à l'heure sur le management coach, c'est être accompagné, c'est avoir un plan de carrière, que notre encadrant connaisse nos compétences, nos axes d'amélioration, nos soucis, pourquoi pas, nos motivations, qu'est-ce qui nous motive dans le travail. C'est pas comme mon collègue, forcément, on est tous différents, 7 milliards que nous sommes. Ça, c'est vraiment la dimension individuelle du management aujourd'hui. C'est vraiment, dans une société qui en plus est de plus en plus individualiste, dans nos pays occidentaux, c'est un attendu extrêmement fort, et ça demande un talent évident, un talent d'être capable
penser aux soft skills, être capable en tant qu'encadrant d'aller à la rencontre, de créer ce lien ou de le recréer parfois avec mon agent et finalement mes agents à l'échelle de l'ensemble de l'équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le simple moteur de j'assure une mission de service public qui est en chute libre hein, comme moteur, ça on le voit également, donc il est plus suffisant, on le comprend. Donc il faut activer d'autres ressorts et ça passe par en effet ce lien humain, l'accompagnement et la valorisation. Donc on est bien sur ces deux volets-là désormais, dimension collective qu'on ne néglige pas. Fabienne parlait de gestion des conflits, ça fait partie d'un des arcs, d'une des flèches de l'arc, pardon, et la dimension individuelle, en effet. Je te repasse la main subtilement, Fabienne. Alors, pour faire le lien avec les diapos précédentes, ce qui vous a été présenté juste à l'instant et ce que je vais aborder maintenant, je voudrais ajouter un point. Jusqu'à maintenant, on a distingué d'un côté les managers et de l'autre les agents. Je voudrais insister sur un point qui me paraît essentiel, c'est que les managers, en tout cas l'encadrement intermédiaire, ils sont aussi des agents. Donc, il faut aussi leur donner les moyens de développer leurs soft skills, de travailler sur la dimension collective, de partager avec leurs pairs, on y reviendra, mais eux aussi ont besoin d'être connus, eux aussi ont besoin d'être accompagnés. Voilà, c'est une petite aparté, mais qui fait quand même le lien entre le collectif. Hein. Le collectif, c'est tout le monde. C'est pas d'un côté les managers et de l'autre côté les agents. On retrouve énormément, encore une fois, dans les accompagnements que nous réalisons auprès des collectivités. Les encadrants, les managers ont aussi besoin d'être accompagnés. Ils ont souvent peu de temps. Si on ne leur donne pas les moyens, plus on va leur en demander, plus on va les mettre en échec. Ce n'est pas le but. Donc, il faut leur donner les moyens d'atteindre l'objectif de la collectivité. Voilà. Je ne développe pas davantage, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Je partage et je me permets juste d'ajouter d'être reconnu aussi par son équipe. Ah mais oui, bien sûr. Dans l'intelligence relationnelle, il y a aussi les agents et les soft skills peuvent aussi être travaillés par les agents pour que tout ça se passe dans un esprit de bienveillance notamment. Tout à fait. Alors, on va reparler de reconnaissance d'ailleurs, puisqu'on va aborder la question des besoins, donc des motivations. Aujourd'hui, enfin, pendant très longtemps, on s'est appuyé sur un modèle très connu qui est la pyramide des besoins de Maslow. Alors, cette pyramide, hein, pour mémoire, elle se séquence en plusieurs niveaux. Le premier niveau étant le niveau des besoins basiques, des besoins physiologiques. Le deuxième, besoin de sécurité. Troisième, besoin de sécurité, ça peut être besoin de sécurité physique, mais ça peut être un besoin de sécurité cognitif, psychologique. Par exemple, ce qui peut mettre en insécurité, c'est un changement d'organisation. C'est l'incertitude sur ce qui va se passer. Par exemple, la crise sanitaire a été une source d'incertitude et a mis en insécurité. Donc, le côté anxiogène de la crise sanitaire a fortement impacté ce niveau-là des besoins. Besoin d'appartenance, ben oui, donc là on est sur du collectif hein, pour le coup. Besoin physiologique, on est plus sur de l'individuel. Besoin de sécurité, on est sur un niveau individuel. Besoin d'appartenance, c'est l'individu, mais dans un collectif, mis à mal par la crise sanitaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Néanmoins, tout le monde a une intensité plus ou moins forte, besoin de se sentir appartenir à un groupe, à une collectivité. Et le besoin de reconnaissance dont parlait Quentin juste avant, c'est déjà évidemment la connaissance, comme ça a été très justement dit, besoin d'être connu et reconnu. Tout le monde a besoin de reconnaissance, y compris, donc, je disais, les managers, les agents aussi. Et il y a différentes formes de reconnaissance possibles. Hein. On peut reconnaître les résultats, on peut reconnaître les compétences elles-mêmes, la façon de travailler, et puis on peut reconnaître la personne pour ce qu'elle apporte, par exemple, à une équipe. Et souvent, on a tendance à se focaliser uniquement sur les résultats à travers l'entretien professionnel, voilà, l'évaluation.
Besoin de sens et d'accomplissement, c'est le niveau le plus élevé. Ça sous-entend que cette pyramide, elle part du principe en fait que les premiers besoins de la base de la pyramide doivent d'abord être satisfaits pour que on puisse satisfaire les besoins suivants, plus hauts, plus élevés entre guillemets. Néanmoins, les nouvelles générations et la crise sanitaire ont inversé en partie cette pyramide. Je m'explique. Par exemple, on parlait juste avant de grandes démissions et de démissions silencieuses. Eh bien, ça renvoie à la question du besoin de sens, c'est-à-dire qu'on a des agents qui sont prêts à tout plaquer, à donner leur démission, même sans avoir de projet par ailleurs, sans avoir immédiatement un emploi derrière, parce qu'ils ne trouvent plus du sens dans ce qu'ils font. Donc, ça montre bien que le sens est devenu prioritaire sur les besoins physiologiques, voire besoins de sécurité, ce qui est quand même assez déconcertant. Donc, ça renvoie au fait que on va devoir accompagner davantage, effectivement, individuellement, les agents dans leur quête de sens. Et donc, ça veut dire avoir identifié ce dont ils ont besoin pour donner du sens. Donc, ça veut dire prendre le temps de discuter avec eux et de savoir ce qu'ils ont envie de faire, ce vers quoi ils ont envie d'aller, comment ils s'inscrivent dans un projet, ce qu'ils ont envie d'apporter. Besoin de reconnaissance, bien évidemment, ça toujours, mais ça reste très, très fort. Et le besoin d'appartenance, vous voyez, on descend. Le besoin d'appartenance, il arrive là. Donc là, on est dans le collectif. Donc, on voit bien que d'abord, on a de l'individuel, mais le collectif, il doit toujours rester. Enfin, si on n'a plus ce sens du collectif, c'est la structure elle-même, la collectivité et ces projets qui explosent. Donc, il faut, toute la difficulté pour le manager, ça va être aussi de combiner ces objectifs, cette prise en compte des besoins individuels et les besoins d'appartenance et la nécessité pour la collectivité de maintenir ce lien. Voilà. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ce sujet-là, sachant que si j'ai parlé des besoins des nouvelles générations, c'est qu'effectivement, au départ, en tout cas, c'est-à-dire il y a déjà 10, voire 15 ans, c'était avec la génération Y, on voyait émerger ce besoin de sens, d'accomplissement, et la nécessité pour les managers d'être vraiment dans l'écoute, l'accompagnement, plus que dans du pur cadrage, dans du contrôle. On n'est plus là-dedans. Mais les nouvelles générations, elles ont apporté ça, mais maintenant, l'ensemble des générations s'est approprié ces attentes. Et la crise sanitaire n'a fait qu'accélérer ce constat. Donc, le manager doit s'adapter. Et donc pyramide de Maslow inversée, avec besoin de sens désormais attendu presque en priorité par énormément d'agents. Je vais être concis là pour qu'on puisse s'orienter rapidement vers le temps de questions-réponses. Mais voilà, besoin de sens, qui dit besoin de sens dit authenticité des rapports. On revient sur le concept d'assertivité, être soi dans ses relations. Donc ce qui est attendu aujourd'hui, notamment dans la fonction publique territoriale pour l'encadrement, c'est de parvenir à mettre sa pierre à l'édifice pour que l'authenticité soit un mot-clé pour aller vers des rapports vrais. Et pour avoir des rapports vrais, il faut se connaître. Il faut se connaître en tant qu'encadrant. J'y reviens sur ses appétences, sa personnalité, ses axes de progrès, etc., etc. Et puis avoir justement les compétences, les soft skills pour accompagner les agents à eux-mêmes mieux se connaître. Et pour parvenir à ces fins, il y a une multitude, on vous en a cité quelques-uns là sur la planche qu'on a sous les yeux, mais énormément d'outils sont disponibles, accessibles, faciles à utiliser pour aller dans ce sens du mieux se connaître. Je te repasse la main, Fabienne. Oui. Alors, il manque un élément, je ne sais pas pourquoi on l'a passé avant. Ah non, d'accord, c'est là. Autant pour moi. Donc, on voulait vous parler des pistes d'action, mais en fait, ça fait vraiment le lien avec ce qui vient d'être dit, donc d'où ma confusion. Avant d'aborder des pistes d'action des outils, on va dire, je voulais aborder avec vous la question de l'apport des neurosciences sur le fonctionnement du manager, sur sa posture. En gros, qu'est-ce que
les neurosciences questionnent qu'est-ce qu'elles peuvent apporter aux managers comme réponse, comme outil, comment elles peuvent être un soutien. Voilà. Donc, on a, ça rejoint totalement ce qui vient d'être présenté, puisque les neurosciences permettent à la fois, en tant que manager, de mieux se connaître dans son mode de fonctionnement, de mieux connaître aussi chacun de ses collaborateurs individuellement et de mieux connaître le fonctionnement de son équipe, de l'organisation, de la complémentarité, etc. Notamment, alors là j'ai pris un exemple parmi les neurosciences qui est l'approche neurocognitive et comportementale, ou ANC, qui traite par exemple de la gestion du stress, donc qui permet d'identifier son propre stress, de savoir réagir, gérer son propre stress, mais aussi identifier celui de ses collaborateurs pour éviter de l'aggraver en quelque sorte, parce qu'on sait très bien que le stress est contagieux et ça peut être très très compliqué dans une équipe ou dans la relation à l'autre. Ça permet aussi d'apprendre à mieux gérer, à comprendre ses émotions et à mieux les gérer, mais également au niveau collectif de développer la créativité, la performance de l'équipe et de faire face plus facilement au changement, puisque en approche neurocognitive et comportementale, on dit qu'on a en temps normal, hors changement, en grande transformation, on est un petit peu sur des rails, c'est-à-dire qu'on appelle ça le mode automatique. Mais pour faire face à un changement, il faut changer de mode. On passe en mode adaptatif. Pour ça, il faut être accompagné, c'est mieux, ou entraîné. Donc le manager peut y être formé, mais il peut aussi accompagner ses équipes pour que ce passage se fasse le plus facilement possible. Et tout ça, ça contribue à quoi? Ça contribue à créer du lien, à motiver davantage les collaborateurs, parce que mieux on comprend comment ils fonctionnent, mieux on peut les accompagner et donner du sens, comme on le disait avant. Donc, c'est pour moi, les neurosciences, en tout cas, sont une source utile et loin d'être épuisée, parce qu'on n'en est qu'au début des recherches. Et je pense que c'est vraiment à suivre quand on est manager. C'est vraiment s'intéresser à l'évolution et à l'apport des neurosciences en management. Et en une minute, Fabienne, si tu peux conclure pour qu'on laisse tout à fait les questions. Alors, je vous ai dit qu'on allait aborder la question des outils. Quels outils existent? On en a recensé quelques-uns qui nous ont paru un peu essentiels. D'un côté pour les managers et de l'autre côté pour que les managers puissent les utiliser auprès de leur équipe. Donc, du côté des managers, on a à la fois le coaching individuel, professionnel et le coaching d'équipe. On a bien sûr la formation. Alors, formation à la conduite du changement, à la communication, médiation managériale, co-développement. Alors, c'est formation classique, webinaire, MOOC, puisqu'évidemment, on développe toutes les formes de formation, mais ça peut être aussi des groupes de pairs ou d'analyse des pratiques pour confronter les pratiques et trouver des solutions ensemble, ce qui est un petit peu aussi, sous un autre format, le principe du co-développement, qui peut aussi conduire à de la créativité, des groupes de travail, bien sûr, et puis des outils dont on vous a un tout petit peu parlé tout à l'heure, qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement individuel et collectif de chacun dans une équipe et surtout d'être plus efficace finalement grâce à cette connaissance, donc Management Drive, MBTI, Enneagram, ce ne sont que des exemples. Du côté des collaborateurs, enfin, des outils qui peuvent être utiles aux collaborateurs, le coaching d'équipe notamment pour la cohésion, les groupes de pairs et d'analyse des pratiques pour développer leurs compétences, les valoriser et faciliter la reconnaissance, les groupes de travail, même chose, co-développement, peut-être davantage sur le côté créativité, et puis bien sûr connaissance de soi et meilleure fluidité dans les relations, on va retrouver Management Drive, MBTI, Enneagram, etc. Voilà, je laisse la place aux questions. Merci, merci à vous deux pour cet exposé qui est forcément trop rapide par rapport à l'ensemble des sujets qu'on souhaiterait aborder. Donc, c'était une première approche des transformations managériales. Donc, quelques questions qui nous sont posées. Donc, tout d'abord, une partie de la réponse vient d'être donnée, mais quels exemples d'outils
on peut en donner aux managers pour mieux se connaître et peut-être insister plus sur quels outils pour susciter plus d'authenticité de la part des membres de son équipe. Pour ça, je suis sûre que tu vas pouvoir répondre. Tu me tends la perche. Déjà, merci pour la question. Alors, question passionnante. Donc, je me donne 1h30 pour essayer de répondre. Là. Non, en 30 secondes. Hein, en 30 secondes, mais bon, le contact est pris, il ne faut pas hésiter ensuite à poursuivre les débats. En effet, sur d'autres canaux, comment développer l'authenticité, c'est ça la question. Travail sur les valeurs. Hein, on parlait de coaching. Hein. La porte d'entrée sur tous ces sujets-là, c'est la refonte des formations. On n'anime plus une formation de management dans la fonction publique territoriale aujourd'hui, comme on l'animait il y a 4-5 ans et a fortiori 10 ans. On travaille essentiellement quand même sur l'authenticité via du coaching. Et une fois qu'on a dit ça, c'est bien joli. Il y a des mises en situation, il y a ce qu'on appelle le try and coach. On identifie les valeurs de l'intéressé ou des intéressés si on est sur du coaching d'équipe. Et moi, c'est quelque chose que je travaille plus en coaching individuel pour le coup, pour trouver cette authenticité individuelle et non pas de groupe. Travailler sur ses valeurs, travailler sur ses croyances, travailler sur ses croyances surtout limitantes d'ailleurs. Et puis, une fois qu'on a dit ça, c'est déjà un gros boulot que je pense on n'est pas très nombreux à faire dans notre hexagone depuis le plus jeune âge. Donc, travailler sur l'authenticité, c'est savoir qui on est, pourquoi on travaille dans la fonction publique, par exemple, qu'est-ce qui nous anime, quels sont nos moteurs, qu'est-ce qu'on attend dans la relation avec l'autre et avec les autres dans une équipe, pourquoi est-ce qu'on est encadrant, est-ce qu'on décide de le rester ou pas. C'est toutes ces questions-là qui se travaillent via l'échange avec le coach notamment et des mises en situation. Deuxième question qui nous est posée sur est-ce que c'est pas incompatible ou à la fois demander au manager de faire du cas par cas, d'être de plus en plus flexible et de faire du sur-mesure avec ses équipes et en même temps de savoir qu'il a de moins en moins de ressources ou de moins en moins de temps parce que sollicité par de nombreuses et multiples missions par ailleurs au quotidien. Alors, à moi je te tends la perche, Fabienne. Je veux bien prendre la main cette fois-ci. Alors oui, et ça fait totalement écho à ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, si on ne leur donne pas les moyens, donc du temps, si ça ne rentre pas dans leurs objectifs, c'est-à-dire si une direction ne considère déjà pas ce rôle-là de manager tel qu'on vient de le définir comme central, essentiel, et ne leur donne pas les moyens. Alors évidemment, moyens financiers, j'ai bien compris. De toute façon, ça, l'enveloppe, elle va pas croître parce qu'on a une baguette magique, hein, ça c'est clair. En revanche, donner du temps, en fait, c'est un investissement. Il faut considérer que c'est un investissement de prendre du temps pour ses collaborateurs, d'être à l'écoute pour en gagner en efficacité, en performance. Alors parfois pas immédiatement parce que voilà, l'investissement ça prend du temps, mais il y a un retour sur investissement si on prend ce temps-là. Voilà. Je ne sais pas si tu veux compléter, Quentin. Mais, moi, ta réponse me va tout à fait. Je me permets de compléter ma propre réponse de la première question sur l'authenticité, juste en précisant, pour lever des champs, en précisant que pour être authentique, on parle de personnalité. Hein. Les personas, en grec, ça veut dire masque. Donc on a dans nos croyances, dans notre éducation, le fait qu'on doit avoir un masque dans nos rapports interpersonnels. Et c'est justement ça la révolution actuelle, c'est qu'on revient là-dessus. Voilà, un sujet qui me passionne à méditer. Persona veut dire masque. Ne faut-il pas lever les masques? Est-ce qu'il y a une troisième question, Régis? Est-ce que Fabienne, tu m'entends? Est-ce que vous êtes déconnecté? Est-ce que je suis le seul en ligne? Je suis en train de lire la zone commentaire. Vous êtes avec moi, ça s'appelle un moment de solitude. Merci, merci Stéphanie, que je reconnais. D'accord, écoutez, vous êtes avec moi. Donc ça s'appelle les aléas du direct. Ça veut dire que je n'ai pas accès aux questions, je n'ai pas accès à l'audio, j'ai uniquement accès, et je suis seul désormais, à la zone commentaire. Il doit y avoir un bug, en effet. Alors ce que je vous propose, c'est de me poser une question si vous le souhaitez, ou sinon on en reste là. Allez,
comme je suis bien avec vous, je me permets de m'adresser à vous directement. Est-ce que vous pouvez me poser une question? Il semblerait qu'avec ces constats d'évolution de la fonction des managers, il y a clairement des managers qui ne seront pas en capacité de répondre, de par leur personnalité notamment et leurs absences de valeur aux nouveaux besoins des agents. Je suis tout à fait en accord avec ça. Je pense qu'il y a une question à se poser sur le management, sur les désirs d'être encadrant dans ce nouveau contexte-là. Voilà. Voilà pour ça. Je crois que le webinaire est terminé. Je peux rajouter quelque chose? Et Fabienne nous a rejoint. Il y a eu un énorme bug que j'ai essayé de gérer en direct. Je suis désolée, oui, j'avais plus d'internet. Donc voilà. D'accord. Je voulais juste compléter. Oui, ça renvoie aussi à la question des compétences au moment du recrutement en effet. des managers. Et on se rend bien compte que les soft skills, justement, prennent une place de plus en plus importante dans le choix des candidats, en particulier des managers, à l'heure actuelle, dans le cadre des recrutements. Voilà, c'était juste un petit complément. Merci pour ça, Fabienne. Je pense que le délai est imparti, mais néanmoins, il y a Valérie qui nous pose une question. Lever les masques signifie-t-il parler sans filtre? Si oui, ne risque-t-on pas de heurter le collaborateur? C'est un risque. Alors, tu compléteras, Fabienne. Non, il faut bien garder une posture professionnelle. Évidemment, lever les masques, ça veut dire justement miser tout sur l'authenticité, ne pas jouer un rôle, c'est-à-dire rester en phase avec ses valeurs, être en accord aussi avec les valeurs véhiculées par sa hiérarchie. On sait combien ça peut être compliqué. Non. Et puis ensuite, est-ce qu'il y a un risque de heurter le collaborateur? Si risque il y a, il faut sécuriser ce risque-là. Et en connaissant bien son collaborateur, on sait où mettre le curseur de notre communication verbale ou non verbale pour justement conserver ce lien. Alors, il n'y a pas de tabou entre nous, hein, le bug perdure. Alors, je suis content, Fabienne est avec moi. On n'a plus de modérateur. On a accès. Moi, je veux bien qu'on reste jusqu'à 17h parce qu'il y a des questions qui pullulent sur la zone commentaire. Céline, il me semble essentiel de présenter le package manager dès le positionnement dans ses fonctions, que la prise de poste se fasse en connaissance de cause et que l'on donne effectivement le temps et les moyens de se former, accompagner avec bienveillance envers les managers. On est tout à fait en phase. On demande beaucoup aux managers et à l'effort côté agent. Régis nous a rejoint après ce bug. Il y a un effort en effet côté agent, ça doit être réciproque et c'est aussi ça l'assertivité. Oui, désolé. Pas de souci, on essaie de répondre aux questions qui se multiplient. Alors oui, pour compléter ce que tu désolé, disais, c'est les aléas du direct. Oui, désolé, ce sont les aléas du direct où on a une petite panne d'électricité sur le site d'Olivet, mais ça y est, c'est revenu. Donc je crois que j'arrive pile poil pour la conclusion. On a depuis 5 minutes, on a continué à essayer de répondre à des questionnements. Il y a beaucoup de questions et beaucoup de remarques. C'est vraiment sympa de voir ça. Toutes les questions, comme l'heure est écoulée, il faut aussi qu'on vous libère. Donc toutes les questions auxquelles on n'aura pas pu répondre, eh bien, on y répondra avec le lien qui vous sera envoyé sur le replay de ce webinaire. Donc, je remercie vivement Fabienne et Quentin pour leur exposé. Je vous remercie aussi d'avoir été présents avec nous sur ce webinaire. Et puis, je vais vous inviter aussi à vous inscrire sur les prochains qui arrivent. Donc, au mois d'octobre, le 18 octobre, nous parlerons de comment piloter vos arrêts grâce à une politique de contrôle médical. Au mois de novembre, le 17 novembre, nous parlerons du handicap invisible dans le cadre de la semaine du handicap et notamment l'intérêt d'avoir une reconnaissance. Et puis, pour les fêtes de fin d'année, nous ferons un magnifique cadeau puisque nous répondrons à cette question angoissante, l'ergonomie, réellement à quoi ça sert? Donc, je vous invite à vous connecter. Et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir. Attention. Au revoir.